Au cours de la première semaine de mai 1945, l'Europe était en ruine. Les villes allemandes fumaient, les fronts s'étaient effondrés et les communications du Reich formaient une mosaïque confuse d'ordres contradictoires. Après le suicide de Hitler le 30 avril, Karl Dönitz, jusque-là commandant de la U-Boot-Waffe et désigné par Hitler comme son successeur, hérita, en plus du titre, d'une situation impossible. Négocier la reddition sans provoquer l'effondrement immédiat d'une armée et d'une société déjà désintégrée. Dönitz comprit rapidement deux réalités opposées. D'une part, la structure navale allemande, et en particulier le service des sous-marins, avait subi d'énormes pertes, mais conservait encore des centaines d'unités à divers degrés d'opérabilité et de nombreux navires en construction. D'autre part, la priorité immédiate du nouveau chef de l'État était d'éviter des occupations brutales, d'obtenir des conditions de reddition plus clémentes pour les prisonniers, et surtout d'empêcher les forces soviétiques de prendre un contrôle total sur certains théâtres et matériels sensibles. Dans ce contexte, les décisions concernant le destin des U-Boots se mêlèrent à un mélange d'orgueil militaire, de calculs politiques et de panique logistique. Tandis que les dirigeants et les généraux négociaient les termes de la capitulation, la Kriegsmarine vécut des heures de confusion et d'actes désespérés. Dans les jours précédents et pendant la transition du pouvoir, on observa de nombreuses scènes d'autodestruction. Des équipages sabotant des installations, des chantiers navals où l'on ouvrait les vannes pour inonder les cales, et de petits groupes préférant le naufrage à la reddition de leurs navires. Au début de mai, l'état-major naval allemand émit l'ordre codé connu sous le nom de Regenbogen ou Arc-en-Ciel, qui prévoyait l'autonaufrage massif de la flotte sous-marine appelée Skötling, afin d'empêcher sa capture. Bien que la chronologie et l'étendue exacte de cet ordre fassent encore débat parmi les historiens, son existence même précipita une vague de naufrages et d'actes de sabotage dans de nombreux ports allemands. La dynamique fut étrange. Dans certains cas, l'ordre de Skötling arriva avant que la reddition ne soit formalisée. Dans d'autres, il fut révoqué en quelques minutes par le haut commandement, lorsque les conséquences politiques d'un naufrage massif devinrent évidentes. Dönitz, désormais à la tête d'un gouvernement provisoire encerclé par les armées alliées, devait équilibrer l'honneur naval, c'est-à-dire l'idée de ne pas livrer la flotte intacte aux vainqueurs, avec la nécessité pratique de négocier des conditions de capitulation qui évitent des représailles indiscriminées et facilitent le retour à la vie civile de millions de personnes. Les résultats furent mitigés. Des dizaines de navires furent effectivement coulés par leurs propres équipages, mais un nombre significatif de U-boats suivit les instructions de se rendre et de naviguer vers des points de rencontre alliés. Les 7 et 8 mai marquèrent l'apogée de cette agonie collective. La reddition générale des forces allemandes entra officiellement en vigueur et le processus de transfert de contrôle commença. Beaucoup de U-boots, déjà endommagés ou sabotés, ne purent appareiller. D'autres, au contraire, reçurent l'ordre d'émerger et de se diriger vers certaines latitudes et ports alliés pour formaliser leur reddition. Dans les jours suivants, se multiplièrent les images de sous-marins alignés à la surface, arborant des drapeaux blancs improvisés et des équipages épuisés attendant l'arrivée des patrouilles alliées. La scène avait quelque chose de théâtral et de funèbre. Des machines de guerre qui, pendant des années, avaient été la colonne vertébrale de l'offensive sous-marine allemande, sortaient désormais à la lumière pour être dépouillées de leurs secrets. Du point de vue logistique et opérationnel, la reddition posa un problème immédiat. Où concentrer et contrôler un nombre aussi élevé de sous-marins dispersés entre l'Atlantique, la mer du Nord et les fjords norvégiens? La solution temporaire consista à les regrouper dans des points relativement sûrs et accessibles pour les forces alliées. Parmi eux, le bras écossais du Loch Eriboll, où furent organisées les premières redditions et désarmements immédiats. L'enclave de Lisa-Hally, en Irlande du Nord, qui verrait bientôt des dizaines de U-boots amarrés, et des ports anglais comme Portland, qui servirent de centre de réception, d'inspection et de redistribution. Dans ces lieux commença le travail de neutralisation. Prendre le contrôle des navires, réquisitionner la documentation, confisquer les livres de code et évaluer l'état général des submersibles. D'un point de vue numérique, les chiffres finaux de la période reflètent à la fois l'ampleur et la confusion.
On comptabilise des centaines de U-boots dans des états variés, certains déjà sabotés ou coulés, d'autres intacts et prêts à être livrés. Et au fil des premières semaines, les puissances alliées commencèrent à établir une politique commune concernant leur sort, retenir une petite portion pour l'évaluation technique et le partage entre vainqueurs, et disposer du reste par destruction contrôlée. Cette décision scellerait dans les mois suivants le destin de la majorité des sous-marins capturés. L'émergence des U-boats depuis l'Atlantique et les fjords. La reddition allemande apporta une image jusqu'alors impensable. Les mers du Nord, théâtre de chasses invisibles, commencèrent à se remplir d'ombres métalliques émergeant lentement des profondeurs. C'étaient les U-boots allemands qui, suivant les ordres de Karl Dönitz, montaient à la surface avec les écoutilles ouvertes et le drapeau blanc flottant sur leurs mâts. Pendant plusieurs jours, l'Atlantique sembla rendre au monde les fantômes d'une guerre sous-marine qui avait semé la peur pendant 6 ans. Dans les cieux de la mer du Nord et de l'Atlantique nord-oriental, les avions de patrouille alliés surveillaient chaque mouvement. Les ondes radars détectaient les signaux de navires qui, la semaine précédente encore, étaient des cibles à détruire. Maintenant, ces mêmes pilotes observaient, incrédules, les sous-marins allemands naviguaient lentement en surface, cap fixé vers les ports désignés par la reddition. Les rapports britanniques décrivent la scène avec un mélange d'étonnement et de soulagement. Des dizaines de coques grises avancent vers le nord, obéissant à des ordres qui mettent fin à la plus longue bataille de la mer. Beaucoup de ces sous-marins provenaient des fjords norvégiens où la Kriegsmarine maintenait depuis 1944 des bases cachées, des ateliers et des dépôts de carburant. Bergen, Trondheim et Narvik étaient devenus des refuges naturels face à la domination aérienne alliée. Là, protégés par des falaises et des filets anti-torpilles, des douzaines d'U-boots attendaient une offensive finale qui ne vint jamais. Lorsque les ordres de Dönitz furent reçus, certains commandants refusèrent d'y croire. Ils avaient juré de ne pas se rendre et préféraient couler leurs navires plutôt que de les livrer. Cependant, la chaîne de commandement imposa la discipline. Les messages codés indiquaient que la guerre était terminée et que toute résistance était vaine. L'apparition des U-boots en surface ne fut pas instantanée. Dans les jours qui suivirent le 8 mai, ils émergèrent de différents points de l'océan et commencèrent à se diriger, en colonnes dispersées, vers les côtes britanniques et scandinaves. De l'Islande au golfe de Gascogne, le réseau de communication allié fut inondé de messages d'observation. U-boots naviguant sous drapeau blanc au nord des Hébrides. Sous-marins allemands approchant de Loch Eribol avec l'équipage sur le pont. Dans certains cas, les sous-marins étaient escortés par des destroyers alliés qui les interceptaient en haute mer. Dans d'autres, on les laissait avancer sous une stricte surveillance aérienne. Les équipages, exténués, sortaient sur le pont pour la première fois sans craindre les chasseurs de l'Atlantique. La plupart n'avaient pas reçu de nouvelles du Reich depuis des semaines. Ils avaient combattu jusqu'au dernier jour, même après la mort d'Hitler, et seule la voix codée du haut commandement leur confirma la fin. Certains des plus jeunes, à peine âgés de 20 ans, ne comprenaient pas encore ce que signifiait se rendre. D'autres, vétérans des campagnes depuis 1939, acceptaient la défaite avec un mélange de soulagement et de honte. Les journaux de guerre des commandants britanniques notent que beaucoup de marins allemands pleuraient lorsqu'ils étaient abordés, tandis que d'autres restaient droits, en formation, attendant les ordres de capture. Sur les côtes de Norvège, les U-boots commencèrent à se rassembler en masse. Les fjords résonnaient de l'écho des moteurs diesel qui s'éteignaient pour la dernière fois. À Bergen, plus de 40 sous-marins s'alignèrent sous le regard des officiers britanniques. À Trondheim, les drapeaux à croix gammée furent lentement abaissés, remplacés par des étoffes blanches improvisées. Les scènes furent immortalisées par des photographes et des caméramens alliés, conscients de documenter le crépuscule de l'une des armes les plus redoutées de l'histoire navale moderne. Dans l'Atlantique, la situation était plus complexe. Des dizaines d'U-boots se trouvaient en pleine mission lorsque la guerre prit fin. Certains avaient mis le cap sur les États-Unis, d'autres patrouillaient au large du Canada ou de l'Irlande. À la réception de l'ordre de reddition, beaucoup émergèrent dans des zones sans autorité immédiate. Les équipages durent improviser des signaux de paix, draps, chemises blanches ou mouchoirs attachés aux antennes. Pourtant, toutes les rencontres ne furent pas pacifiques. Dans au moins 3 incidents confirmés, des avions alliés ouvrirent le feu avant de comprendre qu'il s'agissait de reddition. Dans d'autres cas,
les sous-marins préférèrent se saborder plutôt que de risquer un malentendu fatal. Le spectacle qui suivit fut d'une ampleur inédite. De la côte écossaise jusqu'aux eaux d'Irlande du Nord, des colonnes de fumée et des sillages de périscopes marquaient le passage des sous-marins qui émergeaient. Les autorités britanniques commencèrent à organiser des routes sûres pour les conduire vers les ports désignés. Au cours de ces traversées, certains submersibles subirent des pannes mécaniques ou s'échouèrent sur les rochers. Les destroyers alliés durent les remorquer et à plus d'une occasion, les équipages allemands collaborèrent avec leurs anciens ennemis pour éviter des naufrages. Une fois les premiers groupes arrivés à terre, les rapports officiels décrivirent des scènes d'un ordre presque martial. Les marins allemands remettèrent leurs armes, se formaient en rang et attendèrent le transport vers les camps de prisonniers. Les commandants, en uniforme impeccable, rendaient le salut naval devant les officiers britanniques. Dans de nombreux cas, ces officiers se montraient surpris par la discipline et le flegme avec lesquels les Allemands acceptaient à la fin. Le contraste était saisissant. Sous les ponts, les sous-marins sentaient encore le gazouail, l'humidité et les semaines d'enfermement. Sur le pont, la guerre était terminée. Pendant ce temps, les services de renseignement naval des puissances victorieuses commencèrent à suivre de près les arrivées. Chaque U-boat représentait un trésor technique, de nouveaux alliages, des batteries avancées, des systèmes de schnorchel, des mécanismes de furtivité et des plans de construction. Les plus modernes, c'est-à-dire les types 21 et 23, suscitaient un intérêt particulier. Sans le savoir, les marins qui les livraient offraient les clés de l'avenir de la guerre sous-marine. Sur les photographies prises ces jours-là, on perçoit une atmosphère fantomatique. Des dizaines de coqs alignés, des officiers britanniques inspectant torpilles et périscopes, et des marins allemands debout, regardant vers un horizon qui ne leur appartenait plus. La guerre était terminée, mais l'océan gardait encore sa mémoire. Port de reddition, Loch Eriboll, Lissahally et Portland. L'aube du 10 mai 1945 a trouvé des dizaines de sous-marins allemands naviguant lentement vers la côte nord de l'Écosse. À l'horizon, les montagnes se découpèrent sur une mer grise et le vent de l'Atlantique Nord battait les ponts mouillés. La Royal Navy avait désigné le fjord isolé de Loch Eriboll, dans le comté de Sutherland, comme premier point officiel de reddition. L'endroit était idéal, isolé, difficile d'accès et avec des eaux profondes permettant l'ancrage sans risque. C'est là qu'a commencé un défilé que la presse britannique appellera plus tard la procession des loups vaincus. Le premier groupe à arriver a été intercepté par des destroyers britanniques de la classe Beagle. Les sous-marins allemands, obéissants, ont hissé de grands drapeaux blancs et réduit leur vitesse. Les Britanniques ont répondu par des signaux lumineux indiquant les manœuvres d'approche. Ce rituel, répété pendant des semaines, s'est transformé en cérémonie de fin d'air. Salut naval, ouverture des écoutilles, embarquement des Alliés et confiscation immédiate de tout le matériel de guerre. Les membres d'équipage étaient transférés sur le pont, alignés, enregistrés et conduits vers des navires de transport. Pendant les premiers jours, Loch Eriboll a reçu plus de 30 U-boats. Chaque arrivée était documentée par des photographies, des rapports techniques et des listes d'équipage. La procédure était méticuleuse. Des officiers britanniques, accompagnés d'interprètes et d'agents du renseignement, montaient à bord pour confisquer les énigmas, les livres de code, les cartes nautiques et tout matériel classifié. Les compartiments de torpilles, les vannes de ballast et les réservoirs de carburant étaient inspectés. Les ingénieurs alliés s'intéressaient particulièrement aux innovations techniques des derniers modèles, comme le schnorchel, un tube rétractable permettant aux sous-marins d'opérer immergés pendant de longues périodes. À terre, les marins allemands étaient envoyés dans des camps improvisés surveillés par des troupes écossaises. Les premiers interrogatoires y étaient réalisés. La majorité répondait avec correction militaire, se contentant de confirmer grade, unité et mission. Les Britanniques découvrirent vite que le mythe du fanatisme absolu était exagéré. Beaucoup de ces jeunes marins semblaient plus abattus que fiers, conscients que leur guerre avait pris fin bien avant qu'ils ne le sachent. À mesure que la concentration à Loch Eriboll augmentait, la Royal Navy a ouvert d'autres points de reddition plus vastes et stratégiques. Le principal serait Lissahally, en Irlande du Nord. Situé près de Londonderry, ce port offrait de meilleures facilités logistiques, des chantiers navals actifs et une connexion directe avec les commandements navals alliés.
À partir du 14 mai, des convois de U-boots escortés par des destroyers et des frégates commencèrent à arriver. En quelques semaines, plus de 40 sous-marins étaient alignés à leur quai, devenus des trophées de guerre. L'arrivée des U-boots à Lisa Ali fut soigneusement planifiée pour la presse. La Royal Navy invita photographes, correspondants et représentants des puissances alliées. Les caméras enregistrèrent la scène. Des dizaines de coques métalliques, les drapeaux blancs flottant au vent et les équipages allemands descendant en silence. Lors d'une brève cérémonie, les officiers britanniques acceptèrent formellement la reddition du U-1009 et du U-1235, deux des derniers sous-marins ayant combattu dans l'Atlantique. Pour la propagande alliée, cette image symbolisait la fermeture définitive de la guerre sous-marine allemande. À Lisa Ali commença également le processus de redistribution. Les sous-marins les plus avancés, notamment les types 21 et 23, furent séparés et examinés par des ingénieurs navals britanniques et américains. D'autres furent temporairement affectés à la France, la Norvège et l'Union soviétique dans le cadre des accords de partage du matériel capturé. Les plus anciens, en revanche, furent déclarés sans valeur stratégique et étiquetés pour destruction future. Plus au sud, Portland, sur la côte anglaise du Dorset, devint le troisième grand centre de concentration. Y furent rassemblés à la fois les sous-marins capturés dans la Manche et ceux remorqués depuis les ports français, belges et néerlandais. Les conditions étaient plus complexes. De nombreux navires étaient endommagés, sans carburant ou avec des systèmes de propulsion sabotés. Les ingénieurs britanniques durent improviser des réparations minimales pour pouvoir les déplacer vers les zones d'inspection. L'ambiance à Portland était différente de celle de l'Écosse ou de l'Irlande du Nord. Ce port, beaucoup plus exposé, devint un musée improvisé de la défaite allemande. Soldats et marins alliés s'approchaient pour observer, prenaient des photos à côté des insignes du loup gris et échangeaient même des objets avec les prisonniers. La tension entre vainqueurs et vaincus s'était estompée. L'intérêt pour la technologie et l'ampleur du butin naval pesaient plus que tout désir de vengeance. Pour les officiers alliés, le problème logistique commençait à devenir évident. En quelques jours, les 3 principaux ports étaient saturés. Des centaines d'équipages allemands avaient besoin de logements, de nourriture et de transport vers les camps de prisonniers. Des dizaines de sous-marins nécessitaient un entretien pour éviter des naufrages accidentels et chacun devait être inspecté, enregistré et assigné à une catégorie. Les rapports britanniques de juin 1945 mentionnent plus de 150 U-boots sous garde directe et autant d'autres dispersés dans différents états de réparation. Pendant ce temps, le haut commandement allié commençait à évaluer la valeur stratégique de cet arsenal inattendu. Les divergences entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique se faisaient déjà sentir. Chaque puissance cherchait à obtenir sa part des connaissances allemandes. Les Britanniques proposaient de détruire la majorité des unités pour éviter de futurs conflits. Les Américains voulaient les étudier et copier leur système. Les Soviétiques exigeaient une part équivalente en compensation de leurs pertes. Le sort de la flotte sous-marine allemande devint une affaire diplomatique délicate avant même qu'il n'existe un accord formel sur ce qu'il fallait en faire. Pour les équipages, les journées se déroulaient dans un mélange de routine et de désorientation. Certains étaient transférés en train vers l'Écosse ou l'Angleterre. D'autres restaient pendant des semaines dans les camps d'internement, ignorant quel serait leur avenir. La reddition, qui au départ semblait une libération, se transforma en une attente interminable. Beaucoup d'entre eux ne retourneraient en Allemagne qu'en 1947. Lorsque le dernier groupe de sous-marins arriva à Portland à la fin juin, le paysage était surréaliste. Plus d'une centaine de coques grises amarrées, les ponts rouillés brillant sous la pluie et le bruit métallique des chaînes et des remorqueurs remplissant l'air. La flotte du Reich, qui pendant des années avait traqué l'Atlantique, gisait immobile dans les ports de l'ennemi. Processus de reddition et de désarmement. La reddition des U-boots allemands n'a pas été un simple acte symbolique. Ce fut une opération militaire et logistique minutieuse, planifiée avec précision par les Alliés pour garantir qu'aucune de ces machines ne reparte en mer sans leur contrôle. Chaque sous-marin capturé était une capsule de secret. Technologie, tactique, code, armes et documents représentant des années de recherche navale allemande. C'est pourquoi le processus de désarmement a commencé dès que les premiers submersibles ont touché les quais de Lisa Ali, Loch Eriboll ou Portland.
Les ordres étaient clairs. Chaque sous-marin devait être neutralisé immédiatement. Les équipes d'abordage alliées, composées d'officiers techniques, d'interprètes et de marins armés, montaient à bord et prenaient le commandement. Le commandant allemand était officiellement relevé, devait remettre son revolver de service et signer un document attestant la reddition du navire. Ensuite commençait l'inspection exhaustive. Les Britanniques l'appelaient « strip and search », littéralement « déshabiller et fouiller ». Tout d'abord, on confisquait les livres de code, tableaux de chiffrement, journaux de bord et tout matériel crypté. Les dispositifs Enigma, encore installés sur de nombreux U-boots, étaient démontés pièce par pièce et transférés sous garde dans des centres de renseignement naval. Leur capture totale permit aux Britanniques de confirmer que les services de décryptage de Bletchley Park avaient réussi à pénétrer presque tous les codes allemands pendant la guerre. C'était une victoire silencieuse, complétée par les fragments de l'ennemi. Ensuite, les armes étaient retirées. Les compartiments à torpilles étaient inspectés par des artilleurs spécialisés. Chaque torpille était numérotée, déchargée et transférée vers des dépôts surveillés. Les périscopes et systèmes optiques étaient démontés, les canons anti-aériens scellés et les munitions retirées. Dans de nombreux cas, les sous-marins arrivaient avec des torpilles encore armées et le système de tir opérationnel. Une seule manipulation incorrecte pouvait provoquer une explosion fatale. Les équipes techniques prenaient également des échantillons de carburant, de lubrifiants et de matériaux isolants. L'intérêt scientifique était énorme. L'Allemagne avait développé des alliages et des batteries plus avancées que toute autre puissance. Les ballastes, les systèmes électriques et les mécanismes de Schnorchel furent désarmés avec le plus grand soin. Les ingénieurs britanniques et américains envoyaient des rapports quotidiens à leurs commandements respectifs, décrivant chaque découverte en détail. Ces rapports parlaient déjà du « nouveau modèle de sous-marin du futur », directement inspiré des designs allemands de type 21. Simultanément, les sous-marins étaient vidés de toute documentation technique. Les plans de construction, manuels de réparation et listes de composants étaient emballés et envoyés secrètement vers des centres d'études navales. Les Alliés comprirent que le véritable butin n'était pas les coques en acier, mais l'information qu'elles contenaient. Pour les membres d'équipage allemand, le processus était humiliant. Ils devaient observer comment les ennemis démontaient leurs navires pièce par pièce. Beaucoup d'entre eux, ayant vécu des années à l'intérieur de ces sous-marins, avaient l'impression d'assister à un enterrement. Certains demandaient la permission de récupérer des effets personnels, photographies, lettres, insignes ou le badge de la U-Boot-Waffe. On leur refusait souvent. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur de la coque était considéré comme propriété militaire des Alliés. Les interrogatoires commencèrent presque en même temps. Les officiers britanniques de la Naval Intelligence Division se concentrèrent sur les commandants et les officiers d'ingénierie. Ils voulaient savoir comment fonctionnaient les nouvelles turbines électriques, combien de temps ils pouvaient rester submergés et quelles zones de l'Atlantique avaient été les plus mortelles pour la Kriegsmarine. On interrogea également les opérateurs radio sur les méthodes de communication, la fréquence des messages et l'utilisation de transmetteurs automatiques. Les Soviétiques, pour leur part, exigèrent l'accès à ces mêmes prisonniers et réclamèrent des rapports d'interrogatoire, soupçonnant que les Britanniques cachaient une partie de l'information. Le désarmement avait aussi une composante symbolique. À l'Isa'ali, un acte officiel fut organisé où le drapeau britannique fut hissé sur les sous-marins capturés. Les équipages allemands, formés sur le pont, devaient rester immobiles tandis que le drapeau du Reich était descendu. Beaucoup de marins, incapables de regarder, baissaient la tête. Pour les Alliés, cette scène avait un objectif politique, montrer au monde la fin de la menace sous-marine qui avait paralysé le commerce mondial pendant la guerre. La situation des équipages allemands. Sur les quais britanniques, le silence remplaçait le rugissement des moteurs. Des milliers de marins allemands, fraîchement débarqués de leurs sous-marins, attendaient des ordres sous le regard des soldats alliés. Les visages montraient de la fatigue, de l'incrédulité et de la résignation. La guerre était terminée, mais pour eux commençait à peine une nouvelle étape, celle de la captivité. La reddition de l'U-Boot-Waffe laissait aux Alliés plus de 15 000 membres d'équipage dispersés entre la Norvège, l'Écosse, l'Angleterre et le Danemark. Dans les premières semaines, la priorité était de les désarmer, de les enregistrer et de les répartir. Les autorités britanniques les ont divisés selon leur grade et leur spécialisation.
Commandants et officiers seraient interrogés par le renseignement naval, les sous-officiers et marins ordinaires envoyés dans des camps de prisonniers. Dans le chaos initial, beaucoup furent transportés en train sans connaître leur destination. Le traitement qu'ils reçurent était ambigu. Formellement, ils étaient des prisonniers de guerre protégés par la Convention de Genève. Cependant, le ressentiment des marins alliés envers les sous-mariniers était notable. Pendant 6 ans, les U-boats avaient coulé plus de 2700 navires alliés et leur seule silhouette évoquait la mort. Les gardes britanniques et américains savaient qu'en face d'eux se trouvaient les hommes qui avaient paralysé l'Atlantique. C'est pourquoi le processus d'accueil s'est déroulé sous des mesures de sécurité extrêmes. Escortes armées, fouilles personnelles et confinement prolongé. Dans les camps improvisés d'Écosse et du pays de Galles, la routine était monotone. Les prisonniers étaient comptés chaque matin, nourris avec des rations de base et soumis à des interrogatoires périodiques. Les autorités alliées voulaient obtenir des informations. Routes, ordres de combat, emplacements de bases secrètes, méthodes d'évasion et systèmes de communication. Les interrogateurs utilisaient des tactiques psychologiques plutôt que coercitives. Ils savaient que la guerre avait brisé l'esprit de la majorité et que la fierté de Luftwaffe s'effritait lentement. Le camp de Comrie, en Écosse, fut l'un des principaux centres d'interrogatoire. Des dizaines de commandants expérimentés y furent transférés, parmi eux des vétérans ayant des dizaines de naufrages à leur actif. Chaque séance durait des heures. On analysait leurs journaux de bord et on les confrontait aux registres alliés. Les interrogateurs britanniques découvrirent rapidement que de nombreux sous-marins avaient reçu des ordres contradictoires pendant les dernières semaines de la guerre. Certains avaient continué à combattre même après la reddition de Berlin, ignorant les transmissions annonçant la fin. Les commandants les plus précieux furent envoyés à Londres pour être interrogés directement par la Naval Intelligence Division. Leur connaissance des nouveaux sous-marins de type 20 et 1 et 23 était vitale. Les Britanniques et les Américains cherchaient à comprendre le fonctionnement de leurs systèmes électriques, leur vitesse sous l'eau et leur autonomie étendue. Les informations obtenues lors de ces entretiens furent partagées en secret avec les équipes d'ingénieurs navals de Portsmouth et Norfolk. Pendant ce temps, des milliers de marins de rang étaient transportés vers des camps plus grands en Angleterre et en France. Certains ont terminé au camp d'Iceland Farm à Bridgend, d'autres dans des installations proches de Southampton et Manchester. Les conditions variaient. Dans les camps britanniques, la discipline stricte et le travail léger prédominaient. En France, le traitement était plus dur, souvent motivé par le ressentiment accumulé pendant l'occupation. En Norvège, la situation était différente. Près de 15 000 soldats allemands y demeuraient encore après la capitulation. Parmi eux, de nombreux équipages de sous-marins. Les Norvégiens, avec le soutien britannique, ont organisé leur rapatriement progressif. Beaucoup de marins furent employés temporairement à des tâches de déminage maritime, un travail dangereux et obligatoire. Ironiquement, ceux qui avaient semé la mort sous l'eau furent forcés de nettoyer les mers de leurs propres engins explosifs. Le rapatriement vers l'Allemagne commença lentement à la fin de 1945. Les autorités britanniques organisèrent des convois de trains et de navires de transport vers les ports de Hambourg et Kiel, désormais sous contrôle allié. Les hommes revenaient dans un pays méconnaissable, ville réduite en ruines, routes coupées et un gouvernement militaire étranger administrant chaque détail de la vie quotidienne. Beaucoup n'avaient pas eu de nouvelles de leur famille depuis des mois. Malgré les tensions, il n'y eut ni exécution massive, ni procès sommaire contre les sous-mariniers. La plupart des officiers de la Kriegsmarine n'étaient pas accusés de crimes de guerre. Contrairement au SS ou à la Gestapo, les marins étaient considérés comme des soldats conventionnels, non comme des bourreaux idéologiques. Cependant, certains furent jugés pour des violations spécifiques du droit maritime, comme le naufrage de navires hôpitaux ou l'attaque contre des naufragés, bien que ces cas fussent rares et isolés. Pendant leur captivité, de nombreux marins allemands furent employés comme main-d'œuvre. Au Royaume-Uni, ils furent affectés à des travaux agricoles, à la réparation de voies ferrées et à la reconstruction portuaire. Les rapports britanniques de 1946 indiquent que les prisonniers montraient efficacité, discipline et un désir remarquable de travailler, une manière de retrouver une certaine dignité perdue. Avec le temps, les tensions se dissipèrent. Les contacts entre prisonniers et civils britanniques devinrent plus fréquents. Certains établirent même des liens personnels avec des familles locales.
La fin de la guerre apporta également la lente humanisation des ennemis. Les soldats qui s'étaient autrefois affrontés en mer partageaient désormais nourriture et conversation sur un pays qu'ils savaient tous deux détruit. Le problème stratégique, que faire avec plus de 150 sous-marins? Pour les Alliés, la capitulation navale allemande posait un dilemme immédiat. Jamais auparavant dans l'histoire une flotte sous-marine de cette envergure n'avait été concentrée sous contrôle ennemi. Plus de 150 U-boots avaient été remis intacts dans différents ports de l'Atlantique Nord et une quarantaine d'autres continuaient à apparaître des semaines après la reddition. Cela représentait un problème logistique, diplomatique et militaire de proportions énormes. Décider quoi faire d'une des forces technologiques les plus avancées du XXe siècle. Dans les jours qui ont suivi la reddition, les commandants alliés ont commencé à émettre des rapports contradictoires. Certains officiers britanniques défendaient l'idée de conserver une partie de la flotte pour études et entraînement. D'autres avertissaient que permettre la survie des U-boots signifiait maintenir une menace potentielle, surtout dans un monde qui, à peine terminé la guerre, montrait déjà les premières tensions entre l'Occident et l'Union soviétique. L'amirauté britannique proposa un plan d'action rapide. Sous la direction de l'amiral Sir Max Horton, commandant des forces anti-sous-marines pendant la guerre, une politique temporaire fut établie. Tous les U-boots seraient concentrés, inventoriés et maintenus sous garde, mais ne pourraient être transférés ni réutilisés sans autorisation conjointe du comité de contrôle allié. Derrière cette décision se cachait une préoccupation technique et une autre politique. La technique consistait à éviter qu'une puissance alliée s'approprie unilatéralement la technologie allemande. La politique a empêché que l'arsenal du Reich soit utilisé comme semence pour une future armada allemande. À l'été 1945, les rapports conjoints du sous-comité sur le désarmement révélaient que la flotte de sous-marins capturés dépassait toutes les prévisions. Les unités étaient réparties à Lisa-Halle, Loch Eribol, Portland, Bergen, Trondheim, Flensburg et Copenhague, en plus d'autres bases mineures en mer Baltique. L'état de chacun variait. Certains sous-marins étaient des reliques de 1939, d'autres appartenaient aux modèles les plus récents, capables de rester des semaines sous l'eau sans être détectés. L'ampleur de la découverte dépassait la capacité de contrôle. Les Américains faisaient pression pour inspecter au plus vite les exemplaires les plus modernes, surtout les types 21 et 23, qui incorporaient des moteurs électriques silencieux et des coques hydrodynamiques révolutionnaires. La marine américaine considérait que la connaissance dérivée de ces conceptions pourrait déterminer l'avenir de la guerre navale. Les soviétiques, pour leur part, exigeaient un accès égal et un partage équitable. Ils voyaient dans ces sous-marins une opportunité unique pour moderniser leur flotte et équilibrer la balance du pouvoir sur les mers. Le partage du butin naval devint un sujet diplomatique épineux. En juillet 1945, lors des réunions préalables à la conférence de Potsdam, les délégations britanniques, américaines et soviétiques décidèrent de diviser le matériel capturé en 3 grandes catégories: armement réutilisable, matériel scientifique technologique et équipement destiné à la destruction. Cependant, l'interprétation de chaque catégorie variait selon les intérêts de celui qui l'appliquait. En pratique, les Britanniques commencèrent à retirer discrètement les équipements les plus précieux, moteurs, gyroscopes, périscopes optiques et systèmes de propulsion silencieuse. Les Américains transférèrent plusieurs sous-marins vers leur base, arguant qu'ils avaient besoin d'évaluation d'ingénierie. Les Soviétiques protestèrent formellement, accusant les Occidentaux de cacher des unités complètes. À la fin de 1945, chaque puissance avait pris possession de plusieurs U-boots pour ses propres études, marquant le début d'une course technologique qui se prolongerait pendant la guerre froide. Pendant ce temps, les ports continuaient d'être bondés. La Royal Navy devait alimenter, garder et entretenir des dizaines de sous-marins qui n'avaient plus d'utilité pratique. Certains rouillaient sur les quais, d'autres, sans équipage ni entretien, commençaient à couler lentement à cause des infiltrations. Les rapports techniques avertissaient que les maintenir à flot était coûteux et dangereux. De plus, il fallait des équipages alliés entraînés pour les déplacer et les remorquer vers des zones sûres, une tâche nécessitant des ressources que le Royaume-Uni ne pouvait pas continuer à allouer indéfiniment. Le problème stratégique se transforma en une question d'espace, d'argent et de sécurité. Si les sous-marins étaient conservés, ils représentaient un fardeau. S'ils étaient détruits, on perdrait un patrimoine technologique inestimable.
À Londres, le débat atteignit le Parlement. Certains députés remettaient en question la décision de les couler. Les U-Boots sont un témoignage d'ingénierie navale. Les détruire serait effacer une source d'apprentissage qui nous appartient de droit par la conquête. D'autres, en revanche, insistaient sur le risque d'accident ou de fuite de secrets vers des pays tiers. Le comité naval allié, réuni en septembre 1945, décida finalement d'une mesure d'équilibre. Un nombre réduit de sous-marins serait réparti entre les 3 principales puissances pour étude, chacune ayant droit à 10 exemplaires, et tous les autres seraient détruits de manière contrôlée. Ainsi naquit le projet de ce qui allait bientôt être connu sous le nom d'opération Deadlight. Le plan prévoyait que les sous-marins devaient être remorqués en mer jusqu'à une zone délimitée au nord-ouest de l'Irlande et coulés à l'aide d'explosifs, d'artillerie ou par ouverture des vannes. La décision fut présentée comme une mesure de sécurité et de nettoyage naval. Cependant, de nombreux officiers déplorèrent le gaspillage. Les U-Boots, qui avaient coûté des millions de marks et des centaines de vies, étaient maintenant de simples objets condamnés à disparaître au fond de l'Atlantique. Les premiers préparatifs commencèrent à l'automne. Des équipes techniques britanniques examinèrent les coques, calculèrent la flottabilité et organisèrent les convois de remorquage. 3 zones principales de naufrage furent désignées, codifiées, XA, XB et XC, situées entre 100 et 130 milles au nord-ouest de Lough Foyle. Chaque sous-marin y serait conduit et coulé sous supervision navale. C'était une tâche monumentale et personne ne pouvait prévoir combien d'accidents elle provoquerait. La valeur technologique des types 20 et 1 et 23. Parmi les centaines de sous-marins rendus aux Alliés, il y avait 2 classes qui ont suscité une attention immédiate et presque révérentielle. Les U-Boots de type 20 et 1 et 23. Ces unités représentaient l'aboutissement d'une évolution technique que la guerre avait accélérée jusqu'à des limites insoupçonnées. Dans leur conception se trouvait le saut conceptuel qui transformerait la guerre sous-marine moderne, passer d'un navire capable de se submerger à un véritable navire conçu pour opérer en permanence sous l'eau. Le type 21, également connu sous le nom d'Electroboot, fut le projet le plus ambitieux de la Kriegsmarine. Construit à partir de 1944, c'était un sous-marin pensé pour un conflit déjà perdu, mais conçu avec la vision d'une guerre future. Il mesurait 76 mètres de longueur, pouvait atteindre une vitesse de 17 nœuds sous l'eau et possédait une autonomie doublant celle des modèles précédents. Sa coque allongée aux lignes hydrodynamiques et dotée d'un système de batterie à haute capacité lui permettait de rester jusqu'à 10 jours complètement submergé, un chiffre révolutionnaire pour l'époque. Les ingénieurs allemands avaient tiré des leçons des défaites. Les pertes massives de U-Boots entre 1943 et 1944, sous la domination des radars et des avions alliés, ont obligé à repenser le design. Le type 21 incorporait un nouveau système de propulsion silencieuse avec des moteurs électriques indépendants pour la navigation furtive. Sa coque était soudée, non rivetée, ce qui réduisait les bruits et les infiltrations. Il était également équipé du Schnorchel, une innovation permettant d'utiliser les moteurs diesel à profondeur périscopique, aspirant l'air depuis la surface sans s'exposer visuellement. En termes d'armement, il était formidable. Il pouvait lancer 18 torpilles sans avoir à recharger manuellement les tubes grâce à un système hydraulique automatique. Cela lui permettait de tirer 6 torpilles en moins de 20 secondes, quelque chose d'impensable sur les modèles précédents. Son équipement comprenait un sonar passif longue portée, un radar et des périscopes optiques de précision, certains fabriqués avec des lentilles Zeiss, encore aujourd'hui considérés comme des exemples d'ingénierie optique. Les sous-marins de type 23, plus petits, constituaient sa version côtière. Conçus pour opérer dans des mers fermées comme la Baltique ou la mer du Nord, ils mesuraient à peine 34 mètres de long et transportaient 2 torpilles. Ils étaient agiles, silencieux et faciles à produire en série. Leur construction modulaire, réalisée en sections fabriquées dans différentes usines et assemblées dans des chantiers centraux, fut une innovation que les États-Unis et l'Union soviétique adoptèrent ensuite. Lorsque les Alliés inspectèrent ces modèles après la reddition, ils comprirent immédiatement qu'ils étaient face à une technologie avancée d'une décennie. Aucun sous-marin allié n'avait atteint un tel niveau de performance sous l'eau. La marine américaine fut particulièrement impressionnée.
Dans un rapport daté d'août 1945, un officier de l'Office of Naval Research écrivit « Le type 21 est le premier sous-marin véritablement moderne. Tout ce qui viendra ensuite sera basé sur ses principes. » Les ingénieurs britanniques et américains se disputèrent chaque exemplaire. Les sous-marins U-2513, U-3008, U-2529 et U-2540 furent sélectionnés pour être transférés vers des ports alliés et soumis à des tests exhaustifs. L'U-2513, par exemple, serait emmené aux États-Unis, où le futur président Harry Truman effectuerait une immersion symbolique en 1947, à bord d'un ancien ennemi devenu symbole de progrès technologique. Les Soviétiques ne sont pas restés en arrière. Grâce au partage convenu lors de la commission tripartite de Potsdam, ils ont reçu plusieurs exemplaires du type 21 ainsi qu'une grande quantité de plans et de composants. La copie soviétique, connue sous le nom de classe W Whiskey, entrerait en service à la fin des années 1940 et deviendrait la colonne vertébrale de leur flotte de sous-marins durant les premières années de la guerre froide. L'influence allemande se percevait dans chaque vis, chaque hélice et chaque système de contrôle. La fascination pour l'ingénierie allemande s'étendait également aux méthodes de production. Les U-boots de type 21 étaient construits en sections préfabriquées qui s'assemblèrent comme un puzzle. Ce système, conçu pour accélérer la production sous les bombardements alliés, serait repris plus tard par les Américains pour la fabrication de sous-marins nucléaires. Les documents capturés à Hambourg et à Kiel devinrent des manuels de référence pour les ingénieurs navals du monde entier. Au-delà de la technologie, l'impact psychologique fut tout aussi profond. Pour les marins alliés qui avaient combattu pendant des années contre les U-boots conventionnels, découvrir que l'Allemagne avait été sur le point de déployer une flotte de sous-marins électriques indétectables et à grande autonomie fut perturbant. Si la production massive du type 21 prévue à plus de 150 unités avait été réalisée, le cours de la guerre dans l'Atlantique aurait pu changer. Malgré son potentiel, seules 2 unités du type 21 ont effectué des patrouilles opérationnelles avant la fin du conflit, le U-2511 et le U-3008. Aucune n'a tiré un seul torpille. Lorsque l'ordre de reddition arriva, les 2 étaient prêts à partir pour des missions dans l'Atlantique. La guerre se termina juste avant que leur révolution technologique ne commence. Pour les Alliés, cependant, cette révolution ne fut pas perdue. La technologie allemande fut absorbée, copiée et améliorée. Les concepts du type 21 inspirèrent les premiers sous-marins américains de la classe Tang et britanniques de la classe Porpoise, tandis que les soviétiques en firent le noyau de leur stratégie navale. En moins de 5 ans, l'héritage technique du Reich devint le point de départ de la nouvelle ère des sous-marins de la guerre froide. Dans les chantiers navals de Hambourg, parmi les restes rouillés et les ateliers vides, les ingénieurs allemands survivants observaient comment les Alliés démantelaient leurs chefs-d'œuvre. Les machines, nées du désespoir du Troisième Reich, devinrent à leur insu le modèle universel de toutes les flottes futures. La décision alliée, Opération Deadlight. À l'automne 1945, le Royaume-Uni se trouvait confronté à une tâche sans précédent, se débarrasser de plus d'une centaine de sous-marins allemands capturés, un héritage gênant de l'effondrement du Troisième Reich. Les ports d'Écosse et d'Irlande du Nord étaient encombrés de U-boots immobiles, sans équipage, et dont les coques commençaient à se détériorer. Les garder représentait un risque, mais les détruire n'était pas une tâche facile. C'est alors que la Royal Navy approuva l'exécution d'une opération qui scellerait le destin de la flotte sous-marine allemande. Opération Deadlight. Le nom, choisi pour son ton funèbre, n'était pas anodin. Deadlight signifiait « lumière morte », une métaphore exacte pour la fin de la machinerie qui, pendant 6 ans, avait noyé le cœur de l'Atlantique. L'objectif était simple dans sa formulation, mais monumental dans son exécution. Remorquer tous les sous-marins allemands capturés jusqu'à une zone désignée en haute mer au nord-ouest de l'Irlande et les y couler de manière contrôlée. Le plan fut conçu par l'amirauté britannique et approuvé en novembre 1945. L'opération durerait plusieurs mois et serait supervisée par le Submarine Disposal Committee, une unité spéciale créée pour organiser le désarmement et l'élimination des navires du Reich. Les Alliés avaient décidé de conserver une petite quantité de U-boots pour analyse, environ une trentaine répartis entre les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni,
mais tous les autres devaient disparaître. Les motifs étaient multiples. Premièrement, il s'agissait d'un acte symbolique, éliminer pour toujours la flotte qui avait causé plus de 30 000 pertes alliées et paralysé le commerce maritime. Deuxièmement, il y avait des raisons stratégiques. Les Britanniques craignaient que les tensions croissantes avec l'Union soviétique ne débouchent sur une course navale pour s'approprier les sous-marins allemands. Enfin, il existait un motif pratique. Maintenir à flot autant de coques rouillées impliquait un risque environnemental et sécuritaire. La zone de naufrage choisie était située entre 120 et 130 milles au nord-ouest de Lough-Foyle, dans l'Atlantique Nord. Là, les profondeurs dépassaient 2000 mètres, suffisantes pour garantir qu'aucun sous-marin ne puisse être récupéré. Les Britanniques divisèrent la zone en 3 sections, XA, XB et XC, chacune destinée à un groupe de navires. Au total, l'opération prévoyait le naufrage de 116 sous-marins entre la fin de 1945 et le milieu de 1946. La procédure fut standardisée, bien que la pratique se révélât chaotique. Les sous-marins étaient remorqués depuis Lisa Halley, Loch Ryan et d'autres ports du Nord. La plupart étaient en mauvais état, sans moteur fonctionnel, avec des fuites et des ponts corrodés. Beaucoup pouvaient à peine rester à flot. Les remorqueurs alliés, principalement britanniques et polonais, avançaient lentement sur la mer déchaînée, traînant derrière eux les coques grises des anciens prédateurs de l'Atlantique. Une fois la zone désignée atteinte, les sous-marins étaient coulés de différentes manières. Certains étaient envoyés par le fond par tir d'artillerie. Les canons des destroyers britanniques ouvraient le feu jusqu'à perforer les coques. D'autres étaient détruits par des explosions contrôlées avec des charges placées à l'intérieur. Dans de nombreux cas, on se contentait d'ouvrir les valves de ballast et de les laisser couler sous leur propre poids. Les navires alliés restaient en surface jusqu'à s'assurer que le submersible disparaissait sous les vagues. Les conditions de l'Atlantique Nord transformèrent l'opération en un cauchemar logistique. Les tempêtes hivernales, les vents de force ouragan et la houle constante provoquèrent que plus d'un tiers des sous-marins se coulent avant d'atteindre le point de destination. Certains se détachèrent des remorques et se perdirent en chemin. D'autres coulèrent accidentellement dans des zones non enregistrées. La mer, imprévisible et hostile, finit par faire le travail elle-même. Malgré le chaos, les Britanniques ont tenu un registre détaillé. Chaque naufrage était documenté avec la date, l'heure, les coordonnées et la méthode employée. Dans les archives du National Archive de Kew se conservent les listes originales de l'opération avec des notes marginales des officiers qui ont assisté au naufrage. Dans l'une d'elles, écrite le 5 janvier 1946, on lit « Le dernier U-boot a disparu. Sa tour de commandement s'est lentement enfoncée jusqu'à se perdre sous l'écume. Ainsi se termine la guerre sous la mer. Tous les sous-marins n'ont pas été détruits immédiatement. Certains ont été réservés pour des essais expérimentaux. Le U-2326 et le U-2351 ont été utilisés comme cible pour les torpilles britanniques. Le U-1105, célèbre pour son revêtement spécial en caoutchouc conçu pour absorber le sonar, a été coulé dans l'estuaire du Potomac par la marine américaine en 1949 lors d'exercices d'armement. Ironiquement, aujourd'hui c'est un site historique sous-marin protégé. L'opération Deadlight s'est prolongée jusqu'en février 1946. Sur les 156 sous-marins destinés à cette opération, 116 ont effectivement été coulés. 36 ont été perdus pendant le remorquage et 4 ont été conservés pour études ou exposition. Parmi les survivants les plus connus se trouve le U-505, exposé à Chicago, et le U-995, transformé en musée à Labo, en Allemagne. Le reste repose au fond de l'Atlantique, à plus de 2000 mètres de profondeur. La mer a absorbé les restes sans cérémonie. Ce fut l'enterrement final de l'une des armes les plus redoutées de l'histoire moderne. Dans les décennies suivantes, des plongeurs et des archéologues marins découvriraient les cimetières sous-marins de Deadlight, des rangées de coques rouillées, des tours de commandement couvertes d'algues et des compas encore intacts dans l'obscurité éternelle. Là reposent les fantômes de la guerre sous-marine du Reich, dispersés dans le silence des profondeurs. La logistique de l'effondrement massif. L'opération Deadlight avait été conçue comme une tâche technique précise, mais elle est rapidement devenue une opération épique d'improvisation, de risque et d'usure.
remorquer plus d'une centaine de sous-marins allemands, beaucoup dans des conditions déplorables, à travers les eaux hivernales de l'Atlantique Nord, était un défi qui frôlait l'impossible. La Royal Navy le savait, mais l'urgence politique pesait plus que la prudence maritime. Il fallait effacer de la mer le dernier symbole du pouvoir nazi et le faire rapidement. Les U-boots étaient dispersés en plusieurs points: Lisa Ali, Loch Ryan, Portland et quelques ports norvégiens. Chaque sous-marin devait être inspecté, scellé et préparé pour un voyage pouvant atteindre 200 milles vers l'ouest, jusqu'au point de sabordage désigné. La procédure fut organisée comme si c'était une flotte en campagne. Les Britanniques formèrent des convois de remorquage dans lesquels chaque destroyer ou navire de soutien devait traîner 2 ou 3 sous-marins à la fois. Derrière, une escorte de frégates et corvettes assurait le périmètre contre tout accident ou perte. Cependant, la réalité fut beaucoup plus chaotique. Les sous-marins, abandonnés pendant des mois, présentaient des fuites dans les réservoirs de ballast, des fissures dans les soudures et des dommages structurels rendant difficile le maintien à flot. Beaucoup manquaient d'énergie pour actionner les pompes ou stabilisateurs, donc toute forte houle pouvait les faire chavirer. Les remorqueurs britanniques, épuisés par des années de guerre, devaient avancer à des vitesses minimales pour éviter que les cordages de remorquage ne se cassent. Le climat fut le principal ennemi. En novembre 1945, les premières tempêtes hivernales frappèrent l'Atlantique Nord. Le vent soulevait des vagues de plus de 8 mètres et les câbles de remorquage en acier tressé étaient tendus à l'extrême. Les registres de la Royal Navy décrivent des scènes dramatiques. Sous-marins tournant hors de contrôle, remorques se rompant et marins coupant les cordages en pleine nuit pour sauver leur propre navire. À plus d'une occasion, les sous-marins coulèrent avant d'atteindre la zone prévue, disparaissant sans laisser de traces. Un des cas les plus mémorables fut celui du U-3514, remorqué depuis Loch Ryan en décembre. Lors d'une tempête, le câble se rompit et le sous-marin dériva. Les vagues le frappèrent jusqu'à ouvrir une fissure dans la coque, et le U-boot sombra lentement tandis que sa tour de commandement disparaissait dans l'écume. Les coordonnées exactes ne furent jamais enregistrées. Les rapports alliés mentionnent que plus d'un tiers des sous-marins destinés à l'opération n'atteignit jamais le point de sabordage planifié. Certains coulèrent accidentellement en cours de route, d'autres furent abandonnés lorsque les remorques se détachèrent en pleine tempête. Dans ces cas, la Royal Navy se contentait d'inscrire l'événement dans une note succincte: « Lost under tow », c'est-à-dire « perdu pendant le remorquage ». La mer faisait sa propre sélection. Le processus était également dangereux pour les équipages alliés. Les sous-marins allemands contenaient encore des restes de carburant, munitions et torpilles inactives. Dans plusieurs incidents, des explosions internes causèrent des dégâts aux remorqueurs. Dans un épisode devant les Hébrides, une torpille résiduelle explosa à l'intérieur d'un U-boot en cours de remorquage, le détruisant complètement et blessant plusieurs marins britanniques. Malgré cela, l'opération continua sans interruption. Il fallait respecter le calendrier avant que les conditions climatiques ne s'aggravent. Le rituel du sabordage suivait un protocole strict. Une fois les sous-marins arrivés dans la zone désignée, les équipes britanniques effectuaient une dernière inspection des coques. Les écoutilles étaient ouvertes, les périscopes retirés et les charges de démolition préparées. Quand tout était prêt, 3 coups de sirène étaient donnés et les destroyers alliés ouvraient le feu avec l'artillerie navale. L'écho des canons se propageait sur la mer, suivi du bruit métallique des plaques cédant. Les U-boots s'inclinaient lentement, coulaient par l'avant ou par l'arrière et disparaissaient en quelques minutes. L'ampleur de l'opération nécessitait un enregistrement exhaustif. Chaque sabordage devait être confirmé par des observateurs à bord et signalé au commandement de la Royal Navy. Le document final, signé en février 1946, détailla 116 sabordages confirmés avec les coordonnées précises de chaque point. Cependant, les notes des officiers révèlent une improvisation constante. « La mer les a emportés avant que nous puissions le faire », écrivit un lieutenant dans son journal, faisant référence à 3 U-boots perdus devant Donegal. Au fil des semaines, les restes de la flotte allemande ont commencé à disparaître sous l'Atlantique. Les remorqueurs, un par un, accomplissaient leur mission. Depuis les cieux, les avions de patrouille britanniques observaient les colonnes d'écume qui marquaient chaque naufrage. Dans les bases côtières, les télégraphistes enregistraient avec une froide précision les coordonnées,
comme s'il s'agissait d'un inventaire industriel et non de l'enterrement d'une flotte entière. À mesure que l'opération avançait, le personnel britannique commença à remarquer l'ironie. Ces mêmes sous-marins, qui pendant des années avaient semé la terreur en mer, mouraient maintenant de manière anonyme, sans résistance, victimes du temps et du climat. La guerre de l'Atlantique s'était terminée depuis des mois, mais sa dernière bataille, silencieuse et mécanique, se livrait contre l'océan lui-même. Lorsque le dernier groupe de U-Boot fut remorqué depuis Loch Ryan en janvier 1946, les eaux étaient couvertes de débris, morceaux de coque, bidons, filets et câbles brisés. Les marins britanniques, épuisés, savaient que la tâche n'était pas encore terminée. Il restait une étape, détruire définitivement les sous-marins qui restaient encore dans les ports, ceux qui ne pouvaient pas être remorqués à cause du mauvais état de leur coque ou du risque d'explosion. Méthode de destruction en haute mer. Lorsque les convois de l'opération Deadlight commencèrent à accomplir leur mission, la Royal Navy fit face à un dernier problème. Il restait encore des dizaines de sous-marins impossibles à remorquer. Leurs coques, corrodées par des mois d'abandon, menaçaient de couler à tout moment. Certains étaient tellement endommagés qu'ils ne pouvaient même pas être attachés aux câbles de remorquage. D'autres, sabotés par leurs propres équipages avant la reddition, contenaient des explosifs instables ou des munitions oubliées. La solution fut aussi radicale que définitive, les détruire directement dans les ports ou dans les eaux côtières par le feu et des explosions contrôlées. Les méthodes d'élimination variaient selon la situation. Sur les quais de Lisa Ali et de Loch Ryan, les ingénieurs britanniques plaçaient des charges de démolition à l'intérieur des sous-marins. Les explosifs étaient positionnés dans les réservoirs de carburant ou dans les compartiments à torpilles et étaient déclenchés à distance. Le résultat était une colonne de fumée et d'eau s'élevant à plusieurs dizaines de mètres, suivi du bruit sourd de la coque s'effondrant. En quelques secondes, ce qui avait été une machine de guerre disparaissait sous les vagues. D'autres sous-marins furent coulés par l'artillerie navale. En mer, les destroyers de la Royal Navy utilisaient des canons de 4,7 pouces pour percer les coques. Le processus, bien que routinier, avait un aspect cérémonial. Les artilleurs tiraient avec précision, ouvrant des brèches jusqu'à ce que l'eau commence à envahir l'intérieur du sous-marin. Puis, ils observèrent la coque s'incliner lentement, tourner sur elle-même et disparaître dans un tourbillon épais. Dans les rapports, chaque naufrage était enregistré avec une formule presque bureaucratique. Objectif neutralisé, navire coulé. La méthode la plus simple et la plus utilisée était l'autosabordage assisté. Les techniciens britanniques, accompagnés de petites équipes de prisonniers allemands sous surveillance, ouvraient manuellement les vannes de ballast et les écoutilles inférieures. Une fois l'air libéré des compartiments, le sous-marin se remplissait d'eau jusqu'à perdre sa flottabilité. En quelques minutes, le navire coulait lentement, la poupe se dressant comme une pierre tombale en acier avant de disparaître. C'était un spectacle hypnotique et silencieux, observé dans de nombreux cas par des marins qui comprenaient l'ampleur historique de ce qu'ils voyaient, l'enterrement d'une flotte entière. À Portland, Bergen et dans certains ports norvégiens, les U-Boots furent détruits en chaîne. Les Britanniques amarraient plusieurs sous-marins ensemble, les reliant par des câbles et des détonateurs, puis les coulaient simultanément. L'impact des explosions faisait trembler le sol, et les vagues frappaient les quais voisins. Parfois, les coques éclataient avant de couler complètement, projetant dans les airs des fragments d'acier et des périscopes tordus. La mer devenait un cimetière industriel. La composante symbolique de ces destructions ne passa pas inaperçue. Les journaux britanniques et américains publièrent des photographies des naufrages, les présentant comme la fin définitive du pouvoir naval nazi. Les titres parlaient de « la purge de l'Atlantique » et du « repos des loups d'acier ». Mais derrière le triomphalisme se cachait une tension non résolue, la crainte que la technologie allemande disparaisse avec les coques. De nombreux officiers et scientifiques déploraient la perte de machines représentant l'avenir de l'ingénierie navale. Certains sous-marins furent réservés à des expériences militaires. La marine américaine utilisa l'U-2513 et l'U-3008 pour des tests de plongée et de mesures acoustiques dans le golfe du Mexique. En Grande-Bretagne, l'U-2326 fut coulé à plusieurs reprises, puis renfloué pour des essais de résistance.
Même l'Union soviétique participa à des exercices similaires avec les U-boots reçus en réparation de guerre. Les connaissances tirées de ces essais furent vitales pour le développement des premiers sous-marins d'attaque de la guerre froide. La destruction contrôlée n'a pas toujours été parfaite. Certains sous-marins ont partiellement coulé, échoué sur des fonds peu profonds. D'autres se sont déplacés pendant les explosions, sombrant en dehors des zones prévues. Des décennies plus tard, les cartes de la Royal Navy révéleraient que plusieurs de ces épaves se trouvaient à moins de 20 milles de la côte irlandaise. Avec le temps, elles sont devenues des destinations de plongée et d'études archéologiques. Dans les années suivantes, l'Atlantique est resté silencieux sur cet épisode. Les archives sont restées classifiées jusqu'aux années 70, lorsque les premiers chercheurs ont commencé à reconstituer le destin des U-boots. En 2001, une expédition de plongeurs britanniques a localisé le cimetière sous-marin de Deadlight, avec plus de 80 sous-marins encore reconnaissables au fond de la mer, alignés comme s'ils attendaient un ordre qui n'est jamais arrivé. Les restes y demeurent, recouverts de coraux froids, enchevêtrés dans des filets de pêche et habités par des poissons nageant entre les tourelles et les tubes lance-torpilles. Réutilisation de l'armement allemand par les Alliés. Lorsque la poussière de la guerre commença à se déposer et que l'Europe tentait de se reconstruire après sa dévastation, les Alliés comprirent que l'Allemagne vaincue restait une mine d'or technologique et militaire. Malgré les décombres, le pays abritait des laboratoires, des usines et des arsenaux contenant les avancées militaires les plus sophistiquées du monde. Et bien que la propagande insistât sur la destruction totale de l'appareil militaire nazi, la réalité était plus pragmatique. Une grande partie de l'armement allemand n'a pas été détruite, mais réutilisée. L'Union soviétique, qui avait subi le plus grand nombre de pertes humaines et matérielles, fut la première à s'approprier le butin technologique. Dès 1945, des ingénieurs soviétiques démontèrent des usines entières en Allemagne de l'Est et les transportèrent sur leur territoire. Les lignes de production d'armes légères, de moteurs, d'optiques et de projectiles furent réinstallées dans des villes russes et polonaises. Parmi les pièces les plus précieuses figurait la mitrailleuse MG-42, l'arme d'infanterie la plus redoutée du conflit. Son mécanisme de tir rapide, capable de cracher 1200 projectiles par minute, servit de base au développement de la PKM, conçue par Mikhail Kalachnikov 2 décennies plus tard. Dans les camps d'entraînement de l'armée rouge, les instructeurs soviétiques enseignaient à leurs recrues en utilisant les mêmes armes qui, quelques mois auparavant, appartenaient à l'ennemi. Le butin soviétique ne se limita pas à l'armement portable. L'URSS incorpora des centaines de véhicules, de canons anti-aériens, d'artillerie ferroviaire et, en particulier, de la technologie optique et balistique. Les chars T-54 d'après-guerre, par exemple, héritèrent de systèmes de visée inspirés des optiques Zeiss capturés en Thuringe. Les scientifiques allemands arrêtés ou recrutés furent envoyés dans des instituts de recherche soviétiques, certains en conditions de détention, d'autres comme collaborateurs techniques. Grâce à eux, Moscou assimila les principes de conception des fusées et de propulsion liquide qui avaient permis les bombes V-2. Dans le bloc occidental, le pragmatisme n'était pas moindre. Les États-Unis menèrent l'une des opérations de transfert de connaissances les plus vastes de l'histoire moderne, l'opération Paperclip. Sous cette couverture, plus de 1600 scientifiques, ingénieurs et techniciens allemands furent transférés secrètement sur le sol nord-américain. Parmi eux se trouvait Werner von Braun et son équipe, responsable du développement des fusées V-2. Ces armes, symboles de la terreur nazie, deviendraient le point de départ du programme spatial américain. Des laboratoires de Peenemünde émergea la technologie qui, 2 décennies plus tard, permettrait à l'homme de marcher sur la Lune. Les Américains étudièrent également avec obsession l'ingénierie optique allemande. Les usines Zeiss, Leitz et Hensoldt fournirent des lentilles, des viseurs et des systèmes photographiques intégrés aux instruments de précision de l'armée américaine et aux premiers satellites espions. Les rapports du département d'artillerie de l'US Army détaillent comment les innovations allemandes en optique et mécanique fine devinrent la norme d'après-guerre pour l'industrie militaire et civile. En France, l'après-guerre apporta une paradoxale similitude. Malgré le ressentiment envers l'occupant, le pays profita du matériel militaire abandonné.
Les ateliers de l'ancienne Wehrmacht sur le territoire français furent réactivés et des milliers de véhicules allemands, dont les semi-chenilles SDK-FZ, les camions Opel Blitz et les chars Panther capturés, furent intégrés temporairement à l'armée française. La reconstruction était urgente et les alliés occidentaux manquaient de ressources pour équiper leurs nouvelles forces armées. La Norvège, la Tchécoslovaquie, la Pologne et la Yougoslavie suivirent le même chemin. À Oslo, la police et la marine norvégienne utilisèrent des fusils Mauser allemands jusqu'au milieu des années 50. À Prague, les usines Skoda furent contraintes de produire des pièces pour chars allemands sous supervision soviétique. En Yougoslavie, les partisans transformèrent les casques en acier allemands en équipements propres, effaçant la croix gammée à la peinture et la remplaçant par l'étoile rouge. L'après-guerre européen fut, pendant un temps, un véritable mosaïque d'armées armées avec les mêmes armes qui les avaient envahies. Même les industries civiles ont profité de l'héritage du Reich. Les équipements de télécommunications, les moteurs d'aviation, les presses et les outils de précision ont été intégrés dans des usines britanniques, américaines et soviétiques. De nombreuses entreprises allemandes démantelées, comme Siemens, Bosch ou Bayer, ont vu une partie de leur personnel et de leurs brevets absorbés par des sociétés alliées. Le savoir scientifique allemand, considéré comme l'un des plus avancés du monde, est devenu le fondement de la reconstruction industrielle des deux blocs. L'exploitation du butin allemand s'est également étendue au domaine culturel et académique. Des milliers de documents techniques ont été traduits et distribués entre universités et académies militaires. À Washington, le Naval Research Laboratory a consacré des années à étudier les manuels de conception des U-boots de type 21, considérés comme le modèle le plus avancé jamais construit. À Moscou, les instituts de défense ont appliqué ces mêmes formules pour concevoir la première génération de sous-marins soviétiques, ce qui leur permettrait, quelques années plus tard, de contester la suprématie navale dans l'Atlantique. Ainsi, ce qui n'a pas été englouti sous les eaux de Deadlight a été recyclé dans des laboratoires, des usines et des arsenaux dans la moitié du monde. Le fer du Reich a alimenté les machines de la reconstruction, sa science, les armes de la guerre froide, et ses ingénieurs, les projets spatiaux qui marqueraient la seconde moitié du XXe siècle. Transfert de technologie et naissance de la guerre froide. La défaite militaire du Troisième Reich n'a pas signifié la fin de son influence technologique. Au contraire, son effondrement a ouvert une course silencieuse entre les puissances victorieuses. Depuis les ruines de l'Allemagne, les laboratoires, les centres de recherche et les arsenaux sont devenus des trophées d'un nouveau conflit, la lutte pour le savoir. Contrairement à la guerre qui venait de se terminer, celle-ci ne se livrerait pas avec des fusils ni des chars, mais avec des plans, des formules et des cerveaux. Les puissances alliées ont rapidement compris que l'avenir militaire et scientifique du monde dépendrait de la technologie allemande. Dans les mois suivant la reddition, des équipes de renseignement américaines, soviétiques, britanniques et françaises se sont mobilisées sur tout le territoire du Reich avec une mission commune: localiser scientifiques, ingénieurs et documents. C'était une course contre la montre. Chaque archive capturée, chaque prototype trouvé dans une usine abandonnée pouvait représenter un avantage décisif dans le nouvel équilibre mondial qui commençait à se dessiner. L'opération Paperclip, organisée par les États-Unis, est l'exemple le plus connu. Derrière sa façade administrative se cachait un plan d'extraction massive de talents. Des ingénieurs en fusée, des physiciens, des chimistes et des médecins ayant travaillé pour le régime nazi furent secrètement transférés en Amérique du Nord. Parmi eux se trouvait Werner von Braun, créateur des fusées HAF, deux qui avaient dévasté Londres. Sous la supervision de la marine et de l'armée des États-Unis, von Braun et son équipe de Peenemünde seraient intégrés au programme de missiles balistiques et, plus tard, au projet spatial de la NASA. L'ironie historique était évidente. Les mêmes esprits qui avaient fabriqué les armes de la terreur nazie finiraient par construire les fusées qui emmèneraient l'homme dans l'espace. En Union soviétique, l'opération équivalente reçut le nom d'Ozoaviakim. Des milliers de spécialistes allemands furent transférés, certains volontairement, d'autres sous menace de prison ou de mort, vers des instituts secrets à Moscou, Leningrad et dans l'Oural. Là, ils travaillèrent pendant des années au développement de missiles, d'avions supersoniques et de sous-marins électriques. Les soviétiques copièrent les fusées F-2 presque pièce par pièce, donnant naissance au premier missile R-1,
précurseur direct des projectiles intercontinentaux qui définirait la doctrine nucléaire du XXe siècle. Le fusil Sturmgewehr 44, également connu sous le nom de St.J. 44, considéré comme le premier fusil d'assaut moderne, eut également une descendance directe. Les Soviétiques l'étudièrent et l'adaptèrent, créant le AK-47, conçu par Kalachnikov en 1947. Le concept de l'arme automatique légère, avec chargeur courbe et tir sélectif, naquit de l'ingénierie allemande. En quelques années, l'héritage de la Wehrmacht se multiplia en millions d'unités produites par les deux blocs, transformant la guerre moderne en un conflit de feu continu. Les missiles F-1 et F-2 devinrent la pierre angulaire des programmes spatiaux et balistiques des superpuissances. En 1946, les États-Unis lancèrent le projet Hermes, utilisant des fusées capturées en Allemagne pour tester des lancements depuis White Sands, Nouveau-Mexique. Parallèlement, l'URSS établit sa base d'essai à Kapustin Yar, où des ingénieurs allemands et soviétiques travaillaient côte à côte sous surveillance militaire. De cet effort naîtrait une décennie plus tard le Sputnik 1, le premier satellite artificiel de l'histoire. Le transfert de technologie ne s'est pas limité aux armes. L'aviation allemande avait laissé des prototypes de chasseurs à réaction, comme le Messerschmitt Me 262, qui ont inspiré les premiers jets américains et britanniques. La conception d'ailes en flèche, la pressurisation des cabines et les moteurs à compression axiale ont été étudiés avec minutie. En à peine 5 ans, les États-Unis ont développé le F-86 Sabre et l'Union soviétique le MiG-15, tous deux héritiers conceptuels des laboratoires de Bavière et de Prague. L'ingénierie navale a suivi le même chemin. Les sous-marins de type 21 et type 23, capturés après la guerre, sont devenus le modèle des flottes sous-marines modernes. Les Américains ont construit la classe Tang, directement inspirée de ceux-ci, tandis que les Soviétiques ont lancé leur classe Whiskey et plus tard la classe Foxtrot, copies améliorées du design allemand. La guerre qui avait pris fin sous l'Atlantique renaissait dans une nouvelle dimension, celle de l'espionnage technologique et de la supériorité silencieuse. Les scientifiques allemands ont également joué un rôle inattendu en médecine, en physique et dans l'industrie civile. Dans les universités américaines, d'anciens membres du Reich ont collaboré au développement de réacteurs nucléaires, radars, moteurs d'aviation et équipements médicaux avancés. En URSS, ils ont travaillé à l'amélioration des accélérateurs de particules et des premiers systèmes de propulsion pour fusées spatiales. Le savoir allemand, dépouillé de son contexte idéologique, était devenu une ressource stratégique mondiale. De manière presque simultanée, les services de renseignement des deux puissances ont commencé à se disputer chaque document perdu. On parlait de trains remplis de dossiers techniques, cachés dans des mines ou des tunnels contenant les secrets de la physique allemande, de la chimie industrielle et de l'ingénierie de précision. L'espionnage scientifique est devenu la première manifestation de la guerre froide. Un affrontement où l'arme la plus puissante n'était pas la bombe, mais l'information. Dans les années suivantes, tant les États-Unis que l'Union soviétique ont transformé ce savoir en politique de puissance. Le développement nucléaire, la course à l'espace et la production de missiles intercontinentaux furent en grande partie les héritiers directs de la science allemande des années 40. Dans un monde divisé par les idéologies, les ingénieurs du Reich sont devenus, volontairement ou non, les architectes du nouvel ordre mondial. Destruction contrôlée et élimination des armements restants. À la fin de la guerre, les Alliés ont compris que la victoire militaire n'avait pas complètement résolu le problème le plus immédiat. Que faire avec l'immense arsenal qui avait soutenu le Troisième Reich? Dans les mois qui ont suivi la reddition, on a estimé que l'Allemagne possédait encore des millions de fusils, des centaines de milliers de tonnes de munitions, des chars, des pièces d'artillerie, des avions, des armes chimiques et des dépôts de carburant. C'était une charge logistique, politique et morale impossible à maintenir. La reconstruction du continent exigeait d'éliminer cet héritage matériel avant qu'il ne devienne une menace ou un rappel de pouvoir pour les mouvements national-socialistes qui survivaient encore dans la clandestinité. En 1946, la phase de destruction contrôlée a commencé. L'armée britannique, l'administration américaine et le commandement soviétique ont coordonné des opérations de collecte et de désarmement sur tout le territoire allemand.
Les usines d'armement ont été fermées, les ateliers militarisés démantelés et les dépôts de munitions scellés sous stricte surveillance. Dans les zones rurales, la population civile a collaboré, parfois de manière obligatoire, à la collecte de casques, de fusils et de grenades. Les montagnes d'acier s'accumulaient dans les cours des anciennes bases, formant des paysages surréalistes où les restes de l'armée nazie étaient fondus ou dynamités. Le destin de ce matériel variait selon sa valeur. Les armes légères comme les fusils Mauser, les pistolets Luger et les coûteuses mitrailleuses MG-34 et MG-42 ont été fondues dans des aciéries ou réutilisées comme ferraille industrielle. De nombreux casques et baïonnettes ont été recyclés pour la reconstruction civile, transformés en outils, machines ou pièces de chemin de fer. Les chars et véhicules blindés, quant à eux, ont été détruits ou utilisés comme cible lors d'exercices militaires alliés. Dans certains cas, les moteurs ont été réutilisés pour des machines agricoles ou des générateurs électriques, symbole d'une transformation forcée, d'instruments de guerre à machines de reconstruction. L'artillerie lourde a été traitée avec des procédures plus complexes. Les canons ferroviaires, certains de plusieurs dizaines de tonnes, ont été découpés au chalumeau industriel et transportés par morceaux vers des fonderies. Le corps des ingénieurs royaux britanniques a documenté la démolition du gigantesque Schwerer Gustav, le plus grand canon du monde, dont les restes ont été réduits en fragments d'acier en Saxe. Sur le front oriental, les soviétiques ont dynamité des positions entières, faisant exploser des dépôts complets d'artillerie avant de se retirer. Une partie plus sombre du processus concernait la gestion des armes chimiques. L'Allemagne avait accumulé d'énormes quantités de gaz moutarde, de tabac et de phosgène stockés dans des cylindres et des projectiles. Face à l'impossibilité de les détruire complètement sur Terre, les Alliés ont adopté une mesure d'urgence, jeter les conteneurs en mer. Des milliers de tonnes d'agents chimiques ont été déposés dans la mer Baltique, la mer du Nord et dans les zones profondes de l'Atlantique. Les archives officielles britanniques et soviétiques estiment que plus de 300 000 tonnes de munitions toxiques ont été coulées entre 1946 et 1948. Des décennies plus tard, la corrosion des conteneurs libérerait des substances dangereuses, causant de graves dommages écologiques qui persistent encore aujourd'hui. Parallèlement, les dépôts de munitions restant cachés dans les tunnels et les mines ont été éliminés. Les ingénieurs alliés ont utilisé des explosifs pour les sceller et éviter le pillage. Dans certains cas, les détonations ont provoqué des effondrements détruisant des villages voisins. En Bavière, une explosion accidentelle en 1947 a ravagé l'ancien arsenal de Mühldorf, faisant des dizaines de morts. Malgré tout, la priorité restait l'éradication complète de l'armement du Reich. Les armes expérimentales et les prototypes capturés, tels que les missiles V2, les prototypes d'avions à réaction, les radars innovants et les sous-marins électriques, ont suivi un destin différent. Les exemplaires les plus précieux ont été transférés dans des laboratoires alliés, tandis que les duplicata ont été détruits pour éviter les fuites technologiques. L'Union des républiques socialistes soviétiques, les États-Unis et le Royaume-Uni ont silencieusement rivalisé pour conserver le plus grand nombre possible de pièces, conscients que chaque fragment pouvait devenir une ressource stratégique dans la nouvelle tension internationale qui se profilait déjà. Dans les archives britanniques de 1948 figure un inventaire symbolique. Armes fondues, véhicules détruits, explosifs neutralisés, l'armée du Reich réduite à de la matière première. Cette phrase synthétisait la volonté des vainqueurs d'effacer, au moins physiquement, la trace de la machine de guerre nazie. Mais l'acier fondu des armes allemandes réapparut sous d'autres formes. Dans les rails de chemin de fer qui reconstruisirent l'Europe, dans les structures des nouveaux bâtiments, et même dans les coques des navires de guerre qui joueraient un rôle dans la prochaine ère de confrontation mondiale. La destruction de l'armement marqua également la fin symbolique de la Wehrmacht. Dans les zones occupées, les cérémonies de dissolution se déroulèrent sans public ni honneur. Officiers et soldats prisonniers furent rapatriés, les insignes brûlés et les archives classifiées sous garde alliée. Avec la fusion des derniers canons disparaissait non seulement la force militaire du Reich, mais aussi la possibilité de son retour. Le coût environnemental, cependant, fut énorme. Les eaux de la Baltique et de la mer du Nord devinrent des cimetières d'acier et de produits chimiques.
Encore aujourd'hui, les pêcheurs scandinaves trouvent des projectiles rouillés et des conteneurs de gaz toxiques dans leurs filets. Sur Terre, les champs de bataille, transformés en décharges de munitions, restent contaminés par des métaux lourds et des résidus explosifs. La fin du Troisième Reich, bien que totale, laissa un écho que le temps ne put effacer complètement. En 1949, lorsque les dernières opérations d'élimination prirent fin, l'Europe tentait de regarder vers l'avenir. L'Allemagne commençait sa reconstruction sous la surveillance des Alliés et le monde se divisait en deux blocs irréconciliables. Les restes du Reich dormaient sous des mers froides ou dans des fours industriels, transformés en fondation d'un nouvel ordre qui naîtrait de ses propres cendres. Et ainsi, tandis que les U-boots de l'Atlantique reposaient dans les profondeurs, les tanks et fusils du Reich se fondaient dans les usines de l'après-guerre. Ce qui fut la machine la plus redoutée du XXe siècle se dissout entre l'acier recyclé et les décombres, marquant non seulement la fin d'un empire, mais le début du monde qui lui succéda.